Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc Pascal Ortega, je suis enseignant-chercheur au laboratoire GEPA Sud et je vais vous présenter des programmes de recherche qu'on a développés dans le domaine des énergies renouvelables. Alors il faut savoir que cette nouvelle thématique est relativement récente. Donc je voudrais commencer par expliquer pourquoi on s'est lancé dans cette voie il y a à peu près 6-7 ans. Et puis en même temps, ça fait le lien avec la thématique de la journée. Alors le coupable, ce sont les hydrocarbures. Comme je pense que vous le savez maintenant, les hydrocarbures sont présents absolument partout dans notre environnement. C'est d'ailleurs, quand on en prend conscience, c'est assez vertigineux. Et ils sont à l'origine de tout, de la production d'électricité, des transports, fabrication des dérivés du pétrole. Je parle de la famille des plastiques ou les solvants, les engrais, une liste. Le problème de ces hydrocarbures, c'est qu'ils sont en quantité finie et qu'on commence à entrevoir la fin des réserves. Alors on peut discuter sur quand on va vider ces réserves, mais en tous les cas, c'est pendant pas très longtemps. Et le deuxième problème lié à ces hydrocarbures, c'est l'impact catastrophique qu'ils ont sur l'environnement, tant au niveau de la pollution qu'au niveau du réchauffement climatique. Donc il faut absolument trouver une énergie de substitution. Et malheureusement, on est loin du compte. Si on s'intéresse juste à la production d'électricité, on peut utiliser des énergies renouvelables, mais dans l'état actuel des connaissances, on est très loin de pouvoir remplacer les énergies fournies par les hydrocarbures, même si on associe des systèmes de stockage. Alors on pourrait utiliser l'énergie nucléaire pendant une période transitoire, parce qu'en termes de gaz à effet de serre, c'est bien plus propre que les hydrocarbures, mais c'est une énergie, ça sera une énergie transitoire forcément. Et l'autre solution, c'est de diminuer la consommation d'énergie. Alors la recherche est très active dans ce domaine, bien sûr. La recherche internationale, elle propose déjà des solutions que j'appelle universelles, parce que disons qu'on peut les appliquer partout sur la planète. Mais ça ne sera pas suffisant dans l'état actuel, enfin aujourd'hui du moins. Et il faut absolument développer des solutions locales, c'est-à-dire faire des études locales qui permettent de mettre en évidence les ressources locales, des systèmes de stockage, parce que c'est important dans ces nouvelles énergies, la façon dont on va gérer ces sources d'énergie, parce qu'on finit le temps où on a un système de production et un consommateur, on aura tout un réseau de sources d'énergie avec des systèmes de stockage. Donc tout ça, il faut le gérer de façon optimale et réfléchir aussi à la diminution de la consommation. Et tout ça, ce sont des sujets qui doivent être traités aussi localement. Et c'est fondamental. On a des exemples d'excellence ici en Polynésie, on en parlera tout à l'heure. Alors, ces 4 points, c'est ce que je vais réunir sous le titre de réseau électrique intelligent dans la suite du programme. Voilà, je vais maintenant vous présenter... ah oui, pardon. Donc, il y a 7 ans, j'étais tout seul, et maintenant, on a une petite équipe, on est 3 enseignants-chercheurs. On a des doctorants. Alors, doctorants, c'est important, 5 doctorants, c'est le moteur de la recherche, le doctorant. J'ai envie de dire c'est l'hydrocarbure de la recherche, mais on veut pas s'en débarrasser là. Et surtout, on s'est appuyé sur des collaborations très efficaces avec des laboratoires réputés. J'y reviendrai quand je décrirai les programmes. Et puis bien sûr, des partenariats locaux aussi efficaces et importants avec les acteurs de l'énergie, comme le service de l'énergie ou EDT, et puis d'autres services du pays ou de l'État. Autre chose importante qui est quand même liée à la recherche, c'est la formation, parce que cette transition énergétique, elle va entraîner des nouveaux métiers, donc c'est important d'accompagner cette transition par des formations, et encore une fois des formations locales, c'est-à-dire où on forme des ingénieurs qui pourront travailler, étudier les situations locales. Donc on a développé une licence, ça c'était un petit peu le point de départ, et on a ouvert un master il y a quelques années grâce à EDT qui nous a financé ce master. Voilà, je vais maintenant présenter les programmes. Alors c'est plus, comme c'est récent, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas énormément de résultats encore, mais on va voir ensemble.
Le premier programme, Mireille, micro-réseau électrique intelligent, Polynésie française. Donc c'est un programme qui a été conçu avec le service de l'énergie, qui a financé une thèse. Alors comme point de départ, on a admis le fait que la production de l'énergie consacrée à la production de froid, à la climatisation, était très importante en Polynésie. C'est plus de 50% dans le secteur tertiaire. Donc on a voulu réfléchir à des systèmes de stockage. Plutôt que de stocker l'énergie sous forme d'électricité, comme des batteries, on s'est dit qu'on allait stocker l'énergie sous forme de froid pour pouvoir la récupérer quand on n'a pas de soleil, par exemple. Donc là, le principe est assez simple. Je vous montre une climatisation conventionnelle avec une pièce importante qui est le compresseur ici au milieu. Donc le compresseur qui transforme un gaz en liquide, un liquide en gaz, et c'est ce qui permet d'avoir du froid et du chaud. L'idée, ça a été de coupler à ce système de climatisation un réacteur qui contient un solide et un gaz. Et on utilise le compresseur de la climatisation pour extraire le gaz qu'on va stocker dans un réservoir sous forme liquide. Donc ça, c'est quand on a du soleil, quand on a de l'énergie. Et puis quand on n'a pas de soleil, eh bien, on ouvre les vannes et ce gaz, c'est de l'ammoniac en l'occurrence, qui est stocké sous forme liquide, va retrouver le réservoir, se transformer en gaz et produire du froid, donc sans apport d'énergie. Donc le principe est simple. L'étudiant a modélisé tous les systèmes, a modélisé le système en dynamique, en fonctionnement. Et les résultats sont très satisfaisants. Et on a construit un prototype qui est dans le nouveau laboratoire au bâtiment A. Un prototype qui a permis de valider tous les calculs qu'on avait faits. Et on obtient de très bons résultats. Déjà, le principe, on voulait tester le principe fonctionne. Et on a obtenu des résultats intéressants. Alors, ce système, est-ce qu'il est intéressant par rapport à d'autres systèmes? Si, par exemple, on considère le système que vous voyez là, où on utilise de l'énergie solaire pour charger une batterie, et quand on n'a pas de soleil, on utilise la batterie pour faire de la climatisation, ou encore, on peut utiliser l'énergie solaire pour faire de l'eau glacée ou de la glace, qu'on utilisera aussi pour faire du froid quand on n'aura pas de soleil. Si on les compare à notre système, on peut quantifier la comparaison sur ce graphe, alors qu'il est un peu lourd, mais ce qui est important, c'est l'axe vertical qui calcule la quantité de froid qu'on peut produire pour 1 mètre carré de panneaux solaires, par exemple. D'accord ? Alors notre système, juste avec le compresseur, c'est le compresseur qui fait le système qui fait le stockage. Bon, il se situe, je dirais, dans la masse. Il n'a pas en termes de rendement, il n'est pas exceptionnel. Il a d'autres performances, c'est-à-dire que c'est un système qui a une durée de vie beaucoup plus longue que les batteries, qui est beaucoup moins polluant aussi. Mais on s'est rendu compte que grâce à la modélisation, que si on apporte une source de chaleur, pas forcément très puissante, hein, ici avec 50 degrés par exemple, on voyait qu'on sort du lot en termes de performance. Et donc c'est ce résultat qui nous a conduit sur un autre projet qui est très simple. Donc on vient de voir qu'on pouvait avec de l'énergie solaire, avec notre système, produire et stocker du froid. On a vu aussi que si on apporte une petite source de chaleur, on augmente considérablement les performances. Et en parallèle, si on sait qu'une pile à combustible alimentée par de l'hydrogène peut fournir de l'électricité, mais elle fournit également de la chaleur. Cette énergie de chaleur, cette chaleur est considérée comme une perte dans un fonctionnement normal de la pile à combustible. Et vous voyez que c'est à peu près 50% électricité-chaleur. Ben, le projet qu'on a proposé, c'est tout simplement de faire fonctionner les deux systèmes en même temps, côte à côte, de récupérer la chaleur de la pile à combustible pour améliorer les performances du système de stockage. Si en plus, avec l'énergie solaire, on peut alimenter l'électrolyseur qui produit l'hydrogène et voire alimenter également le bâtiment directement, on obtient un système de cogénération d'électricité et de froid, relativement complexe à monter, mais qui peut s'avérer efficace. Donc on a déposé ce programme à l'ANR qui a été accepté. Et on travaille avec deux gros laboratoires, le FC Lab qui est spécialisé dans la pile à combustible et le laboratoire Promesse Perpignan qui a déjà travaillé avec nous sur le système que je viens de présenter. Et H26 qui est une PME qui fabrique des piles à combustible. Donc le projet a démarré il y a à peu près 1 an. Je pense qu'on aura l'occasion de présenter les résultats très prochainement. Troisième projet de recherche, c'est COP-SWAC. Donc dans COP-SWAC, il y a SWAC. Je pense qu'aujourd'hui, à Tahiti, tout le monde sait ce qu'est le SWAC.
Le principe est simple, hein, on va chercher de l'eau froide dans les profondeurs et on utilise cette eau froide pour faire de la climatisation. Alors, si on compare, si on veut quantifier la performance d'un système de climatisation, on utilise un coefficient qui s'appelle le COP, Coefficient of Performance. En gros, c'est le rapport entre la quantité de froid qu'on peut produire et l'énergie qu'il faut apporter pour produire cette quantité de froid. Pour une climatisation conventionnelle, on a un split qui vaut un COP qui est de l'ordre de 4, qui peut aller dans des bonnes conditions jusqu'à 6, 7. Et si on compare avec le SWAC dans les mêmes conditions de fonctionnement, on obtient un COP de 13. Donc c'est déjà une belle performance. Mais dans cette comparaison, en gros, là, on alimente une salle comme ici, une petite salle, un bureau. Mais si on parle de climatiser un grand bâtiment, comme un hôpital par exemple, ou un hôtel, ou une administration, alors le COP va se calculer différemment, et là, on obtient un COP de 100. Donc, c'est-à-dire énorme. C'est des valeurs qui ont été calculées à partir de mesures faites sur le SWAC de Tetiaroa. Donc ce projet, alors le projet consiste à étudier le système, à l'équiper, à l'instrumenter, pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir l'optimiser et surtout le modéliser. Donc on a déposé ce projet en réponse à l'appel à projet de recherche et innovation du pays 2019. L'ADEME Polynésie, l'ADEME nationale participent également financièrement à ce projet. Et les partenaires sont l'Université de Californie, Berkeley, la société Beachcomber Pacific SC, Aeraro, qui est un bureau d'études, Tetiaroa Society et l'université, bien entendu. Donc ici, c'est un projet qui démarre. Donc j'espère qu'on pourra vous présenter des résultats très prochainement. Quatrième projet, Ecomeb. Donc on est toujours dans la climatisation, à part que là, on veut se rafraîchir en profitant de la ventilation naturelle. Donc c'est également un projet qui a été soutenu par le service de l'énergie et des mines de Polynésie, donc qui a financé une thèse. L'objectif, c'est de fabriquer un outil qui va aider à la phase de conception des bâtiments pour utiliser au mieux la ventilation naturelle. Alors la partie numérisation se fait ici et la partie expérimentale se fait à l'Université de La Réunion, dans le laboratoire Piment. Cinquième projet, alors c'est un financement du Fonds Pacifique qui a permis de construire un réseau de chercheurs dans le Pacifique, des chercheurs qui travaillent sur le climat, sur la variabilité climatique, avec comme objectif d'avoir des applications sur d'étudier l'impact de cette variabilité sur les îles, sur nos îles, en termes de ressources d'eau, de sécurité, de santé et bien sûr d'énergie. C'est-à-dire pouvoir étudier les potentiels éoliens, solaires, éventuellement de la mer, et faire de la prévision également, faire de la prévision de production solaire. Donc dans ce réseau, on a des collègues à l'Université du Pacifique Sud, on a les collègues de l'IRD de Météo France de Calédonie, on a une collègue australienne au BOM, le BOM c'est en gros le Météo France australien, et puis l'Université d'Auckland et la NIWA en Nouvelle-Zélande. Alors, ça fait déjà pas mal de programmes, mais on en a en cours, 3 en cours, un qui va quasiment démarrer, en projet, programme en projet, un qui devrait démarrer dans le premier semestre de cette année. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez la photo. Au centre, c'est l'amphi A, ça c'est la bibliothèque, ça c'est la route qui monte pour arriver à l'université. Donc on a 2 projets. Le premier consiste à... Vous voyez ça, ce sont des ombrières sur lesquelles la première, la plus petite, fait 35 mètres. Dessus, on va poser des panneaux solaires, on va poser une dizaine de technologies différentes qu'on va comparer, étudier, et également dans la longévité, puisque le projet devrait durer 4 ou 5 ans. Et la deuxième ombrière, qui fait 40 mètres, et vous voyez, il y a un petit bâtiment rouge qui abrite des batteries, 200 kWh de batteries, et l'idée est d'alimenter la bibliothèque, qui est ici, et de fonctionner en îlotage. Alors ça va être une simulation d'îlotage, c'est-à-dire qu'on va utiliser EDT comme un générateur de secours,
Et on va essayer de fonctionner le plus possible en îlotage. L'idée étant de faire un laboratoire en grandeur nature, puisqu'on va démarrer avec des panneaux solaires et des batteries, mais ensuite on voudrait ajouter d'autres systèmes de ressources. Alors ici, on n'aura peut-être pas trop, on verra si on peut utiliser le dénivelé, mais d'autres systèmes de stockage, il en existe d'autres. Donc voilà, c'est un laboratoire qui devrait s'agrandir au fur et à mesure des années. Puis deux autres projets qui sont plus incertains, qui sont pour l'instant juste déposés. Un projet qui est mené par le FC Lab donc à Belfort, le laboratoire qui est spécialisé dans les piles à combustible. Et l'idée, c'est d'étudier l'intégration de l'hydrogène dans des réseaux faiblement connectés, c'est-à-dire des îles, en gros. Et donc là, on veut étudier comment, si on développe de l'hydrogène, comment ça va être perçu d'un point de vue technique, par rapport au réseau, par rapport à la population, par rapport à l'économie de l'île. Et on travaille avec la Réunion, la Corse et donc Tahiti. Et puis un autre projet qui a été déposé, je crois que c'est aujourd'hui, qui vient d'être déposé, un projet européen H2020, donc qui est mené par le CEA de Grenoble. Là, il s'agit de faire un outil numérique qui permettrait de simuler alors c'est plus un micro-réseau, c'est un réseau électrique intelligent, mais à l'échelle d'une île. C'est l'heure, ok, et j'ai fini. Ben voilà. Désolé.